Bonjour tout le monde, alors Baki, Suha, Umaima et moi-même allons vous présenter aujourd'hui le sujet des mutations génétiques. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Au courant de la vie humaine, les gènes ne cessent de se modifier. La capacité aux gènes de s'adapter aux différents stimulus de l'environnement est très importante pour la survie de l'homme. C'est pour ça que la théorie d'évolution est en plein cœur de la biodiversité des espèces. En effet, durant le passé géologique de la Terre, il y a eu d'importantes transformations des espèces. Ainsi les mutations génétiques sont des modifications qui surgissent généralement dans l'ADN d'une cellule quelconque et qui sont de nature différente. Elles peuvent être provoquées accidentellement ou intentionnellement et peuvent également être de nature rare ou commune. Malgré cela, une mutation ne pourrait pas être incluse dans le concept du changement évolutif. Car, en effet, elle ne s'étend pas sur toute une population d'un organisme qui désigne une espèce, mais plutôt, elles assurent un maintien de la diversité génétique entre les êtres des différentes populations, et notamment grâce à la sélection naturelle. C'est pourquoi Charles Darwin a constaté qu'une mutation peut faire varier une caractéristique génétique au point que cette caractéristique-là, dans certaines situations, comme exemple l'époque ou encore l'environnement, donne un privilège à celui qui la porte. Un des exemples les plus surprenants de mutation qui impacte cette théorie est la mutation des yeux bleus chez les humains. Elle aurait apparu il y a environ 6 000 à 10 000 ans en Europe. Les conséquences de certaines mutations sont divergentes d'un organisme à un autre et parfois, ils n'ont aucune conséquence sur la cellule, alors que d'autres peuvent être la source des premières étapes d'un long processus de cancérisation. Les aspects qui seront présentés sont les types de mutations, les transmissions des mutations, leur cause, le cancer et ses caractéristiques, et finalement d'autres exemples de mutations. Avant de poursuivre, pourrais-tu d'abord nous définir qu'est-ce qu'un gène ? Tout d'abord, une cellule eucaryote contient des chromosomes qui possèdent toute l'information génétique. Cette information génétique se trouve plus précisément sur un gène qui est un segment de l'ADN qui code pour synthétiser une protéine afin d'accomplir un rôle dans la cellule au dehors de la cellule. Parfait, passons maintenant au type de mutation génétique. Une cellule somatique a 46 chromosomes car elle détient les 23 chromosomes du père et 23 chromosomes de la mère. Tandis que les cellules sexuelles, telles que l'ovule ou le spermatozoïde, ont 23 chromosomes chacun. Alors, les mutations ponctuelles sont des erreurs, soit produites dans l'ADN, soit dans l'ARN, qui peuvent entraîner une modification des acides aminés résultant lors de la fabrication des protéines. L'alphabet génétique est composé d'uniquement de 4 lettres. Elles sont lues par nombre de 3 lettres à la fois. On remarque qu'il y a un nombre limité de codons génétiques possibles. Donc, il y en a 64 au total. On trouve seulement 61 possibilités parmi les 64 qui codent pour un des 20 acides aminés présents dans notre organisme. Lors de la synthèse des protéines, les 3 codons restants sont définis autant que des codons à arrêt pour indiquer quand est-ce que cette synthèse devra s'immobiliser. Il y a effectivement moins d'opportunités d'acides aminés que de codons. Les lésions ponctuelles et les autres petites mutations ont généralement un lien qui est la substitution. Elle se définit d'une part par un changement d'un nucléotide par un autre dans l'ADN ou l'ARN, et d'une autre part par une conversion des acides aminés par un autre quelque part dans les protéines synthétisées. Mais par conséquent, ces protéines ne peuvent pas se replier convenablement et ne peuvent plus donc réagir avec d'autres composants dans l'organisme. Du coup, lorsqu'on échange un codon avec un autre qui code pour le même acide aminé et qui ne déclenche aucune modification dans la protéine produite, on l'appelle une mutation silencieuse. Lors de la synthèse des protéines, quand une lettre chimique est remplacée par une autre, comme exemple d'un A à un C, ou d'un C à un T, et qui n'entraîne aucune variation de l'acide aminé, cela provoque une mutation faux sens. On dit alors qu'une mutation génétique est bien une lésion non-sens lorsqu'on détecte
des modifications dans la séquence de brins d'ADN ou d'ARN qui pourraient provoquer un arrêt prématuré de la fabrication de la chaîne polypeptidique qui sera en effet la future protéine. Ce qui provoque ces arrêts-là sont des codons appelés des codons stop. Du coup, la protéine est dite non fonctionnelle. Les mutations par insertion sont des nucléotides ajoutés sur une séquence d'ADN ou un chromosome, tandis que celles effectuées par suppression ou délétion réalisent un effacement d'une section d'ADN ou encore sa perte, comme on voit dans ces images ci-dessous. Peux-tu nous donner un exemple de maladie qui est causée par une mutation ponctuelle ? La drépanocytose, aussi connue sous le nom d'anémie falciforme, est une maladie génétique qui cause la malformation de la protéine hémoglobine. Cette protéine sert au transport de l'oxygène dans le sang. Sa mutation change sa forme originale, une sorte de boule aplatie, ou un croissant de lune déformé. Ce qui fait que ces molécules d'hémoglobine en forme de croissant s'accrochent entre elles et créent ainsi des caillots de sang. Cette erreur génétique est causée par une mutation ponctuelle, plus spécifiquement faux sens. Comme représenté dans cette image, la base azotée adénine est remplacée par l'uracile et code donc pour l'acétamine valine au lieu de la glutamine, ce qui cause cette malformation. Passons maintenant au deuxième type de mutation génétique. Une mutation chromosomique, c'est en fait une erreur qui se produit dans les chromosomes somatiques ou sexuels lors de la division cellulaire. En fait, ça va modifier soit le nombre de chromosomes qui vont résulter dans les cellules à la fin d'une division cellulaire, ou ça va modifier la structure du chromosome. Je vais d'abord vous expliquer comment le nombre de chromosomes il sera modifié dans la cellule. Celle-ci résulte d'une non-disjonction chromosomique durant la production des gamètes. Mais Soura, que veux-tu dire par non-disjonction des chromosomes ? En fait, pendant la division cellulaire, à la méiose 1, les chromosomes homologues ne se séparent pas pour aller à chaque pôle de la cellule. Ils restent liés ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle une non-disjonction des chromosomes homologues. Et c'est ainsi pour les chromatides sœurs. Le même processus va se passer durant la méiose 2. Les chromatides sœurs vont pas se séparer, ils vont rester ensemble. Puis ça va résulter des cellules qui ont un chiffre différent de chromosomes. Et on voit dans la deuxième division, c'est que les chromatides sœurs, ils vont pas se séparer. Donc c'est pour ça qu'on a la flèche qui est à gauche, elle est vide. Et ça va résulter aussi des cellules qui n'ont pas un chiffre identique de chromosomes. Donc on va avoir toujours un chromosome de moins ou un chromosome qui est supplémentaire. Et celle-ci va créer des maladies génétiques. Par exemple, un chromosome supplémentaire cause la trisomie et l'absence d'un chromosome cause la monosomie. Enfin, la trisomie, c'est causé puisque à la fin, dans les cellules résultantes, il y aura des cellules qui auront 3 chromosomes. Et la monosomie, c'est parce que dans les cellules résultantes, la cellule aura juste un chromosome. Il existe plusieurs types de trisomie différentes avec des caractéristiques différentes aussi. Par exemple, la trisomie 21, la trisomie 18, la trisomie 13, la trisomie 16. Mais si la trisomie est une mutation qui occasionne une cellule à 3 chromosomes, quelles sont les différences entre les différents types de trisomie que tu viens de nommer ? Tout d'abord, la différence est dans les caractéristiques physiques et mentaux retrouvées chez la personne atteinte de trisomie, puisque chaque trisomie a des caractéristiques différentes. Et aussi, la différence est dans
le petit nombre qui est après trisomie, par exemple la trisomie 21, qu'on peut appeler aussi syndrome de Down, mais le nombre 21 représente, on le voit ici dans le karyotype, le petit encadré rouge, on a un chromosome de plus. Donc, la mutation, elle se passe dans le chromosome 21. Cette photo montre un peu à quoi ressemble un trisomique. Par exemple, cette petite fille que je trouve très mignonne d'ailleurs. Ils ont comme caractéristique, ils ont des yeux bridés, un petit nez aplati, des mains courtes, une faible tonicité des muscles, une stature trapue et corpulente, et ainsi des retards dans les développements physiques et intellectuels. Maintenant, je passe à la monosomie. Petit rappel, c'est lorsqu'on perd un chromosome, il y a une absence d'un chromosome. Par exemple, ici dans le syndrome de Turner, ici on voit que le chromosome X n'est pas là dans le karyotype, et c'est qui résulte cette maladie. Et l'image suivante, on voit un peu ça a l'air de quoi. Le syndrome de Turner est causé par la délétion partielle au total de l'un des deux chromosomes X. On dit que les filles présentant ce syndrome sont généralement de petite taille, ont un excès de peau au niveau de la nuque et présentent des troubles de l'apprentissage et une absence de puberté. Maintenant, je vais expliquer comment la modification de la structure du chromosome se passe. Déjà, c'est à la méiose, lors de l'enjambement. Le chromosome peut soit s'inverser, des segments de chromosomes ils vont s'inverser, comme on voit dans cette image, la partie E et la partie D qui va s'inverser. Ensuite, ça peut être par délétion chromosomique. Donc, le chromosome va délaisser une partie du matériel génétique. Il y a aussi la translocation chromosomique. Comme on le voit dans l'image, c'est un déplacement d'un segment d'un chromosome sur un autre chromosome qui n'est pas homologue au premier. Et finalement, il y a l'insertion chromosomique. C'est lorsqu'on insère du matériel génétique dans un chromosome, comme on le voit dans l'image. Voici quelques maladies qui peuvent être causées lorsqu'on modifie la structure du chromosome. Par exemple, le syndrome cri du chat est causé par une délétion sur le chromosome 5. Il y a aussi la leucémie myéloïde chronique causée par la translocation entre le chromosome 9 et 22. Mais avant que tu continues, Souha, peux-tu me dire c'est quoi la différence entre les mutations ponctuelles et les mutations chromosomiques? En fait, les mutations ponctuelles se produisent directement sur une ou plusieurs bases azotées du nucléotide, alors que la mutation chromosomique, elle se produit à plus grande échelle, c'est-à-dire elle affecte soit tout le chromosome au complet ou juste une partie de celui-ci. Là, je vais parler d'une autre type de mutation qui est beaucoup plus court que la mutation chromosomique. C'est la mutation dynamique. En fait, c'est une répétition de certains triplés dans l'ADN. Cette mutation peut créer aussi plusieurs maladies génétiques. Par exemple, le syndrome de l'X fragile. C'est une maladie qui produit un retard cognitif chez l'être qui est atteint. Les caractéristiques physiques qu'il peut avoir, c'est un visage allongé, des oreilles larges et décollées. Cette mutation est due à la répétition anormale de CGG, ça veut dire cétosine, guanine, sur le chromosome X. Pour plus préciser, en fait, sur la photo qu'on voit ici, où il y a la flèche jaune, c'est le gène mutant qui se nomme FMR1, qui veut dire Fragility Mental Retardation. Celui-ci ne laisse pas synthétiser la protéine qui est FMRP
pour que la personne ait un développement neuronal qui est normal. Donc, en fait, on a plusieurs causes de mutations génétiques possibles. Les plus fréquentes, c'est seulement des mutations génétiques causées aléatoirement, donc juste par le hasard. Elles se produisent d'ailleurs à plusieurs reprises tout au long de notre vie à l'intérieur de nos cellules. Donc, des fois, on s'en rend même pas compte, mais on vit des mutations comme ça tout au long de notre vie. On a aussi certaines qui sont causées par des erreurs de réplication pendant la mitose ou la méiose. Comme nous a expliqué Soura plus tôt, ça peut occasionner plusieurs maladies à cause de justement une erreur pendant le cycle de réplication. Dans la majorité des cas, notre corps il est équipé naturellement de mécanismes qui servent en fait à détruire ou arrêter ces erreurs, ou à réparer plutôt ces erreurs. Notamment, on a l'apoptose, qui est en fait un signal de la cellule qui va qui va se détruire pour ne pas causer des dommages dans tout le reste des cellules. Donc, quand elle est trop nocive et qu'elle peut pas se réparer ou qu'on peut pas la réparer, elle va simplement s'autodétruire par petits bouts. Donc, les différentes parties de la cellule vont s'autodétruire jusqu'à ce qu'elle ne soit plus nocive du tout. On a aussi des gènes régulateurs de cycle cellulaire qui justement arrêtent la reproduction des mauvaises cellules et qui va empêcher des mauvaises cellules de se reproduire. On a aussi des causes physiques et chimiques. On a par exemple le vieillissement, les rayons UV, les radiations. On a des produits chimiques aussi qui sont mutagènes. On a le chloroforme, le benzène, le plomb. On a aussi par exemple l'acide nitreux en fait qui provient de la digestion des nitrites, et les nitrites on les retrouve en fait dans les conservateurs des aliments. Donc même parce qu'on mange, on peut provoquer des mutations génétiques qui vont altérer la structure de notre ADN. Maintenant, est-ce que les mutations génétiques se transmettent ou non ? L'impact des mutations génétiques sur la descendance, il dépend de l'endroit où se produit la mutation. Donc les cellules somatiques ou aussi autosomiques, ils constituent la majorité des cellules de notre corps. Donc quand il y a une erreur qui apparaît dans une de ces cellules-là, les mécanismes qui servent à réparer ou à détruire les cellules nocives, ils rendent cette mutation inoffensive pour l'individu. Par contre, il y a certains cas où elle peut quand même être délétère pour l'organisme et lui causer une maladie ou un cancer, mais l'individu même sera affecté, mais sans transmettre cette maladie-là à la génération suivante. Mais contrairement aux cellules somatiques, les cellules germinales ou aussi reproductrices, elles servent à la production de gamètes et sont donc à la base de la reproduction sexuée. Donc si on affecte ces cellules-là, donc si la mutation se produit dans ces cellules-là, ça va entraîner des répercussions sur la progéniture de l'individu et de sa génération suivante, et aussi affecter son bagage génétique parce qu'il va être créé à partir des cellules germinales de ses parents. Même si la plupart des cancers, ils ont lieu dans les cellules somatiques, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent être héréditaires. On les appelle aussi les syndromes héréditaires de cancer. Donc les personnes qui naissent avec cette mutation-là ne sont pas forcément atteintes de la maladie. Par contre, elles ont plus de chances que les individus normaux, entre guillemets, de développer un cancer. D'après l'ARC, donc la Fondation pour la recherche sur le cancer, 10% des cas de cancer de la prostate sont justement dus à une transmission héréditaire de certains gènes au sein de la même famille. Par exemple, on a les gènes BRCA, donc le BRCA1 et le BRCA2. C'est des gènes qui agissent comme des régulateurs du cycle cellulaire. Donc, ils servent au contrôle de la division cellulaire. Donc, chaque chromosome humain, on a 2 copies. On a une qui provient du père et une qui provient de la mère. S'il y en a une seule d'entre eux qui est affectée par une mutation, le gène qui va être muté, il va pas pouvoir combler ses fonctions. Mais le deuxième qu'on a, il pourra en quelque sorte compenser pour le premier et ne va pas causer dans tous les cas le cancer, à moins que, bien sûr, ce cancer est déterminé par une hérédité dominante. Par contre, lorsque les deux sont mutés, évidemment,
c'est là où c'est problématique parce qu'il n'y aura pas du tout d'activité de régulation du cycle cellulaire. Donc, on a plusieurs cancers en fait qui sont des conséquences de la mutation de ces gènes, dans par exemple le cancer du sein, le cancer des ovaires, le cancer de la prostate et beaucoup d'autres. Continuons dans le sujet du cancer. Baki, peux-tu nous en dire un peu plus sur le sujet? Les mutations génétiques se produisent dans les situations suivantes. Par exemple, nous sommes nés avec un gène muté parce que nous l'avons hérité d'un de nos parents, ou la mutation a commencé dans l'embryon. Dans la vie quotidienne, nous sommes exposés à des choses qui endommagent nos gènes, par exemple la fumée des cigarettes. En vieillissant, les gènes s'usent ou s'endommagent. Une cellule a besoin de plusieurs gènes et de mutations pour devenir cancéreuse. Cela signifie qu'il n'arrivera pas du jour au lendemain. Les oncogènes sont des gènes mutés qui provoquent des troubles de la croissance cellulaire, ce qui provoque le cancer par la suite. Pour les personnes qui ne comprennent pas les oncogènes, ce sont des gènes qui provoquent ou favorisent le développement de tumeurs aussi. Puis les gènes suppresseurs de tumeurs sont des gènes qui peuvent ralentir la croissance et la division cellulaire, réparer les erreurs dans l'ADN et dire aux cellules quand mourir, un processus normal appelé l'apoptose ou mort cellulaire programmée. Puis lorsque les gènes de réparation de l'ADN sont mutés, ils ne seront plus en mesure de réparer les erreurs des oncogènes et des gènes suppresseurs de tumeurs, ce qui conduit les gènes aux gènes cancéreuses. Dans la plupart des cas, ces modifications génétiques sont acquises au cours de la vie et affectent un nombre limité de cellules. Cependant, dans de nombreux cas, des mutations génétiques nocives sont présentes dans toutes les cellules du corps dès la naissance et peuvent jouer un rôle dans le développement du cancer. Le cancer, en fait, est un terme général pour utiliser pour tous les genres de maladies. Dans ces maladies, les cellules normales et instables et sont hors de contrôle et les cellules continuent de croître, d'envahir, d'entasser et de submerger dans l'organisme. Si rien n'est fait, cette croissance incontrôlée peut entraîner la mort de l'organisme. Le cancérogène, le processus de changement des cellules en cellules cancéreuses, comporte généralement plusieurs étapes. En d'autres termes, dans une cellule, un seul événement ne suffit pas de transformer une cellule normale en cellule cancéreuse. Les cellules cancéreuses ne se développent que lorsque le nombre de combinaisons et le type de changement de valeurs anormaux, incorrects, s'accumuleront dans la cellule. Merci Baki. Maintenant, passons finalement à quelques exemples intéressants de mutations génétiques et de leur représentation phénotypique chez l'individu. En 1945, une bombe atomique fut tombée sur la ville Hiroshima, au Japon, d'une puissance de 15 kilotonnes qui a explosé. Cette tragédie a coûté la vie d'environ 70 000 personnes. 76 ans à la suite de cette explosion atomique, les dommages causés par les radiations sont encore présents dans leur organisme et leurs gènes. Après les bombardements atomiques d'Hiroshima, des survivants et leurs descendants ont été victimes des radiations. À ce jour. Aujourd'hui, le chromosome porte la marque de cette tragédie. Mais d'abord, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est la radioactivité? Pour te répondre, la radioactivité est un phénomène physique dans lequel le noyau est instable. Certains rayonnements électromagnétiques sont également des rayonnements ionisants. Dans le spectre électromagnétique, les rayons gamma, les rayons X et certains rayons ultraviolets sont considérés des rayons ionisés. Les rayons gamma sont très dangereux en raison de leur forte capacité à pénétrer dans le corps humain et dans les cellules, ce qui peut causer des graves dommages aux gènes et à l'ADN, provoquant ainsi leur déformation. Les rayonnements ionisants sont partout. Les matières radioactives ont toujours existé sur la Terre, par exemple dans l'air, le sol et la nourriture. Mais est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les conséquences plus concrètes de ces rayonnements ionisants sur les cellules? Merci. Pour te répondre, premièrement, il peut traverser directement les cellules sans endommager l'ADN. Deuxièmement, il peut endommager l'ADN de la cellule, mais ce dernier pourra se réparer rapidement. Troisièmement, cela réduira la capacité de la cellule à copier correctement l'ADN. Et quatrièmement, sinon, il peut gravement endommager l'ADN. Mais quelles sont les conséquences de la radioactivité sur le corps humain et l'organisme? Le fait d'être fréquemment exposé à des radiations, cela peut entraîner le cancer et même la mort. Tout dépend de la quantité des radiations reçues par la personne. Les particules radioactives peuvent alors endommager la peau. Les rayonnements peuvent alors changer la molécule de l'ADN et entraîner la mort de la cellule quand la radiation est trop forte. Dans d'autres termes, l'ADN formé de deux chaînes nucléoïdes, comme on a vu en classe, roulés l'un sur l'autre, composés de molécules et de noyaux, le rayonnement peut altérer cette chaîne. Certaines cellules, comme les cellules sanguines et les cellules reproductrices, se divisent plus souvent que d'autres cellules. Ce type de cellules sont beaucoup plus sensibles au rayonnement. Par exemple, dans l'embryon, ils contiennent un grand nombre de cellules qui se divisent rapidement. Ils sont par conséquent très sensibles au rayonnement. C'est pourquoi les femmes enceintes doivent limiter leur exposition au rayonnement.
C'est pourquoi on est déconseillé aussi d'être au contact et proche des ondes radio et ça pourrait être très dangereux pour la femme. Les rayons X et les rayons gamma sont capables de modifier une molécule de l'ADN de l'une des trois façons suivantes. Premièrement, ils peuvent détruire la structure des bases ou même briser des squelettes sucre-phosphate et encore faire une rupture des liaisons hydrogènes connectant les paires azote. Ce que j'essaie de dire en gros, plus l'activité d'un élément est instable et important, plus sa radioactivité est forte. L'ionisation peut aussi endommager l'ADN et bien provoquer des mutations. Gardez à l'esprit que ce sont deux choses différentes. Les dommages sur l'ADN comportent des changements physiques. Ceux-ci comprennent des modifications à la structure chimique de la molécule. Mais les mutations de l'ADN mettant en cause des changements de la séquence des paires des bases azotées, un accident sur l'ADN non réparé est capable de provoquer des mutations. Un accident sur l'ADN non réparé est capable de provoquer des mutations. Ces mutations empêcheront notamment les gènes de reproduire les protéines appropriées pour le bon fonctionnement. Cela peut amener diverses complications au niveau des gènes, s'ils sont plus en mesure de les réparer ou s'ils sont endommagés. Lorsque les rayonnements ionisants causent des dommages à l'ADN, dans les cellules reproductrices, mâles ou femelles, ces dommages peuvent être transmis à la génération suivante. On a aussi constaté que la mutation chez les cellules germinales de l'humain est plus faible que celui des animaux. Il est aussi difficile, surtout à faible dose, celui chez les humains que celui chez les animaux, par exemple les oiseaux surtout. Les animaux sont encore plus sensibles à la radioactivité que les humains et par conséquent, cela peut provoquer divers troubles chez les progénitures ou même tuer certains. Dans une cellule, l'élément le plus sensible est le noyau et sa molécule d'ADN qui porte le code génétique des cellules vivantes. Le rayonnement dégrade ce code génétique en détruisant cette molécule et ou en modifiant les bases qui les composent. Par conséquent, nos cellules sont a priori fragiles, mais généralement, si les dommages sont limités, les cellules peuvent réparer les dommages de l'ADN. Un des autres exemples, en fait, est le syndrome de l'homme de pierre, aussi nommé sous le nom de fibrodysplasie ossifiante progressive. Donc, c'est une maladie causée par une mutation ponctuelle qui affecte une seule base azotée. Donc, à la place de l'acide aminé de l'arginine, on a de l'histidine. Et ce qui fait que c'est caractérisé par la mutation d'un gène qui sert à la production de protéines réceptrices qui vont influencer d'autres protéines productrices de matière osseuse. Donc, le processus d'ossification devient anormal et est nettement accéléré. En plus, il va prendre place dans des endroits où c'est pas convenable, donc des endroits où il n'y a pas lieu d'avoir processus d'ossification. Ce qui fait que le corps de l'individu va être atteint de ce syndrome, va se transformer peu à peu des tissus musculaires de ses orteils jusqu'au haut de son corps, ce qui va freiner sa croissance et diminuer sa mobilité et le rendre rigide. On peut voir ici le syndrome d'Unnertan. Il porte le nom du scientifique qui l'a découvert et en fait c'est une maladie qui a d'importantes manifestations phénotypiques chez l'individu atteint. Elle est aussi un exemple de substitution d'acides aminés. Donc, à la place de coder pour la protéine tibuline, ça va coder pour une autre protéine mutée. Donc, comme on sait, la tibuline est très importante pour la formation du cytosquelette et des microtubules dans la cellule. Et ces structures vont servir au développement du cerveau humain. Et ce qui fait que l'individu atteint va être affecté par un changement du type de locomotion. Donc à la place d'être bipède, il va devenir quadrupède, et ça va se manifester aussi par un retard mental drastique.